bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir à l'occasion de cette réunion, de cette émission. Ravi également d'être associé à cette journée mondiale, la journée mondiale de la sclérose en plaques. On va essayer d'aborder la thématique, on va essayer d'aborder cette maladie, mais on va surtout s'intéresser aux malades que vous êtes, aux parents de malades que vous êtes, au meilleur accompagnement possible et disponible dans notre pays. Et bien évidemment, on reviendra sur des éléments imposés, tels qu'est-ce que la sclérose en plaques, qui est concernée, comment évolue-t-elle, qui prend en charge la sclérose en plaques, entre autres questions que nous allons développer tout le long de ces 60 minutes. Non sans présenter les participants à cette émission. Je commence par vous, à ma droite, Madame Achelfouch Linda, vous êtes représentante, présidente du bureau d'Alger de MSO. Alors MSO, c'est la Multiple Sclerosis Algerian Union, et c'est aussi l'association que vous représentez. Oui. Bon, c'est Achelfouch Linda, je suis la présidente du bureau d'Alger de MSO. Et je suis la vice-trésorière de bureau MSO et en même temps, je suis sapienne atteinte de la sclérose en plaques. Alors, on fait notre tour de table et on reviendra bien évidemment pour entamer cette émission avec vous. Alors, à ma gauche, professeur Kadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur chef du service de médecine physique et réadaptation. Voilà, réadaptation au CHU Mohamed Nadir de Tizi Ouzou. Effectivement. À votre côté, votre collègue, docteur Lounis Massinissa, voilà. Vous nous venez du service de neurologie du CHU Mohamed Nadir. Allez, on salue tous vos collègues qui n'ont pas pu venir, voilà, et tous. Et quand on dit tous, c'est tous, voilà. Avec nous également Madame Louben Hajar, vous êtes psychologue, clinicienne, spécialisée en neuropsychologie, donc la relation entre le cerveau et le comportement, y compris la cognition, les difficultés cognitives. Et tout ce que l'on va aborder notamment dans cette émission, bien évidemment. Et vous nous venez du CHU, Centre Hospitalier Universitaire Etidir, ici à Alger. Avec à côté de vous, on finit par vous parce que c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui, monsieur Slimane Birouk. Docteur Slimane Birouk, vous êtes également docteur en médecine, mais vous êtes surtout le président de MSO. Alors, monsieur le président, présentez-nous votre association, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de la maladie et notamment, surtout du malade. MSO, Multiple Sclerosis Algerian Union, l'Ittihad الجزائري لمرضى التصلب اللويحي, c'est une association jeune. On a eu notre agrément le mois de février 2020. Malheureusement, avec l'avènement du Covid. Donc, ça nous a confinés, nous aussi. Donc, on n'a pas pu sortir sur le terrain pour pouvoir s'approcher des gens, notamment que ce soit des services pour venir nous présenter, aux chefs de service, que ce soit aussi aux différentes spécialités, que ce soit la rééducation ou surtout neurologie. Mais on a continué à travailler. Notre travail, il était beaucoup plus axé sur le contact téléphonique avec les malades et l'orientation, et c'était ça. On n'avait pas le choix. On n'a pas le choix. L'accompagnement malade était là. Donc, nous étions à l'écoute de tous les patients. Voilà. Et maintenant, on est en train de sortir sur le terrain et bouger, et pour régler surtout les problèmes des patients. Il y en a beaucoup. Et la qualité n'attend pas le nombre des années, ça c'est connu. Alors, puisqu'on a décidé, et le parti pris pour cette émission, et surtout de se mettre à la place des patients. Et je me retourne vers vous, Linda. Je vais vous appeler Linda, voilà. Oui, bien sûr. Alors, vous êtes atteinte de sclérose en plaques depuis combien d'années? Bon, je suis atteinte de la sclérose en plaques depuis l'année 2002. D'accord, pratiquement 20 ans. 19 ans. Ouais. Racontez-nous votre parcours. Quand je dis votre parcours, d'abord votre parcours d'il y a 20 ans. Après, on viendra à celui d'après. Bon, bien sûr, avant, je ne savais pas, j'avais des influences comme ça de la CEP. Je tombais par terre, j'avais des faiblesses musculaires, j'avais des fourmillements et tout. Mais la première poussée que j'ai eue, c'est des vertiges, des vomissements, de la vision double, une déplopie visuelle.
Donc, je ne savais pas c'était quoi. Donc, quand j'étais consultée à un généraliste, le généraliste n'a donné aucun bilan. Ce qu'il m'a donné, c'est du SMICTA. Je me suis déplacée à l'hôpital. Il avait mis ça sur le compte d'une déshydratation, quoi. Enfin, je veux dire, en gros. Ouais. En gros. Bon, je me suis déplacée à l'hôpital, tout un bilan et un IRM qui disait que c'est la sclérose en plaques. Là, j'étais jeune, j'avais à peine 13 ans, je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire, la sclérose en plaques. Personne ne m'a parlé de la CEP. La seule chose qu'il m'a dit le médecin, il existe une association à Alger des malades atteints de la sclérose en plaques. Aucune explication. Donc j'ai dû vivre avec. Et à ce jour, alhamdoulilah. Alhamdulillah, bien évidemment. Alhamdulillah aussi parce que vous êtes là présente avec nous et que vous nous parlez de votre parcours. Et il est aussi important de comparer, de voir est-ce que le parcours, il y a 20 ans et aujourd'hui, est plus évident. Et c'est vers vous que je me tourne, docteur Lounis, vous le pensez bien, vous l'imaginez bien. Oui, oui, effectivement. Maintenant, j'aimerais bien, si tu me laisses la parole, Rida, de parler un peu sur la sclérose en plaques. Mais avant de parler de ça, d'expliquer c'est quoi un système nerveux d'abord, pour que les téléspectateurs comprennent c'est quoi la sclérose en plaques. Donc, l'individu a un système nerveux qui est composé de deux parties distinctes. Nous avons le système nerveux central qui est composé par le cerveau et la moelle épinière. Puis de cette moelle épinière vont naître des racines nerveuses qui vont partir en périphérie pour former le système nerveux périphérique. Au fait, je compare souvent ça à un arbre qu'on va inverser. En fait, les racines vont former le cerveau. Donc, elles vont partir de la périphérie du cerveau, elles vont confluer vers la partie centrale du cerveau pour former le tronc de cet arbre. Ça va correspondre à la moelle épinière. De cette moelle épinière vont sortir des branches. En fait, ça va être le système nerveux périphérique. Ces branches vont partir vers des feuilles, ça va être les organes effecteurs. Il faut savoir aussi, si j'essaye de faire un zoom à l'intérieur de ce système nerveux central, au fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les nerfs. Ils naissent à la surface du cerveau, c'est ce qu'on appelle le cortex cérébral. Les nerfs descendent vers la moelle épinière, ils sont entourés tout comme un fil électrique d'une gaine. Au fait, ce n'est pas une gaine en plastique, mais plutôt une gaine qui est formée de protéines et de lipides. C'est ce qu'on appelle la gaine de myéline. Elle a pour rôle essentiellement de nourrir le nerf, de le protéger contre les microtraumatismes, tout comme les parapetages que vous voyez sur les coques de bateau pour qu'il n'y ait pas de frottement avec le quai. Mais sinon, le rôle primordial et essentiel qui nous intéresse dans le cas de la sclérose en plaques, c'est la conduction nerveuse. Au fait, cette gaine de myéline permet d'accélérer la conduction nerveuse. Donc, en cas de lésion de cette myéline, il va y avoir un ralentissement de la conduction nerveuse. Et tout dépend de la localisation de on parle de démyélinisation d'une altération de cette myéline, ça va donner les signes cliniques de la maladie. Donc, tout dépend de cette localisation. Le patient va rapporter, comme l'a rapporté notre patiente, plusieurs signes cliniques. Tout dépend de cette localisation au niveau du système nerveux central. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche cette maladie? Au fait, c'est une maladie qui est dysimmunitaire, auto-immune. Au fait, au lieu que nous savons que l'immunité va protéger un individu d'agressions exogènes, par exemple, des pathogènes exogènes, là, l'immunité se dérègle. Donc, elle reconnaît cette myéline comme non soi. Étrangère. Voilà, étrangère. Donc, elle va déclencher toute une cascade d'inflammation qui va cibler cette myéline à différents endroits. Ce n'est pas une inflammation qui est diffuse, mais ce sont des inflammations qui vont être infracentimétriques à plusieurs endroits que du système nerveux central. Et c'est de là vient le terme de plaques. Donc ça donne des inflammations en plaques au niveau du cerveau, bien de la moelle épinière. Donc voilà. Ça, c'est pour, j'allais dire, le fonctionnement de la sclérose. Enfin, le fonctionnement du système nerveux. Et pour essayer de comprendre. C'est un peu la physiopathe, quoi. Voilà. Professeur Kadi, oui. Voilà. C'est-à-dire comment
comme Dr Lounis a dit, en fait, le signe clinique, comment le patient va ressentir ça selon la localisation. Ça dépend à quel niveau cette inflammation est localisée. À partir de là, on peut avoir n'importe quel signe. D'ailleurs, on dit toujours que la sclérose en plaques, c'est une maladie, c'est toute la médecine. Pratiquement, on peut avoir tous les tableaux cliniques. Des tableaux cliniques moteurs, c'est-à-dire que c'est une faiblesse musculaire, visuelle, c'est des flous, c'est une baisse de l'acuité visuelle, c'est-à-dire brutale, parfois carrément des troubles vésico-sphinctériens, c'est-à-dire qu'il ne retient plus ses urines, ou bien il y a une rétention carrément des urines. Ça peut être même des troubles psychiatriques, par des troubles cognitifs. En fait, c'est un problème de comportement, trouble de comportement, mais lui, il ne comprend pas. C'est quoi ça? Mais en fait, c'est la région qui est responsable de ça, qui est touchée, et ainsi de suite. Il y a beaucoup. Simplement, il y a parfois des signes négatifs. Là, par exemple, il y a des signes. Là, à partir de là, la roue dentée ou là, on peut déjà éliminer la sclérose en plaques. Mais la sclérose en plaques, ce qui est difficile dans cette pathologie, faire le diagnostic, c'est qu'elle peut nous donner n'importe quel tableau clinique. Donc, les malades en général, ils errent chez beaucoup de médecins parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas neurologique. Parfois, voilà, elle a dit des vertiges. Oui. Ah oui, des vertiges, c'est le syndrome vestibulaire, oui, parce qu'on peut avoir une atteinte comme ça. Ça peut être juste, c'est-à-dire une faiblesse. Il a pris une chose d'un seul coup et ça tombe. Et puis, c'est quoi ça? Ça commence par un membre, parfois c'est notre membre, parfois c'est un tableau d'hémiplégie carrément, une faiblesse d'énémicorde. C'est vraiment en fonction du nerf ou du paquet nerveux de la localisation qui est touché. au niveau même des troubles de mémoire, parfois, c'est des troubles de mémoire. Ben voilà, c'est comme ça. C'est tellement il est polymorphe, le tableau clinique est polymorphe. C'est pour ça qu'il y a une errance, c'est-à-dire diagnostique, et le malade, il erre d'un médecin généraliste à un autre jusqu'à ce qu'il arrive en général chez le neurologue. Et bien le neurologue, lui, il connaît bien la pathologie, parce que ce n'est pas tous les médecins qui sont formés par rapport à cette maladie. Et pourtant, c'est une maladie qui est fréquente, qui atteint l'adulte jeune. C'est ça, le jeune. Elle est rare chez l'enfant, ouais. Elle existe chez l'enfant, mais c'est l'adulte jeune en général et elle est très handicapante. C'est une pathologie évolutive dans le temps. Et malheureusement, avec l'évolution, le patient se dégrade rapidement, d'accord? Selon, bien sûr, chaque cas est un cas. Oui. En préparant cette émission, je suis tombé sur la phrase suivante, chaque cep est une cep à part. Exactement. Voilà, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Tout à fait. Il n'y a pas de point de comparaison, mis à part les mécanismes qui en sont à l'origine. Pour rejoindre ce qu'a dit le professeur Kadi, il faut savoir que ce qu'on a cité, c'était la phase de poussée de la maladie. Le souci, c'est que les patients récupèrent spontanément. En fait, il y a un certain moment, il y a une régression spontanée de l'inflammation, sans médicaments, sans rien du tout. Donc, notre patiente a dû subir ça. Donc, le patient va récupérer spontanément de ses paralysies parce qu'il y a un pouvoir de remyélisation. Donc, la myéline va se réparer sans médicaments. J'aimerais bien que tu racontes l'histoire, justement, du premier cas de sclérose en plaques. Ludvina. Oui, J'aimerais Ludvina. bien parce que ça représente beaucoup de choses. En fait, l'un des premiers cas historiques qui a été rapporté, c'était vers le XIIe siècle dans un pays scandinave. On pense que ça doit être la Suède. En fait, c'était une jeune fille qui a présenté un trouble de la vision. Donc, ça commence ainsi. Donc, elle a fait un flou visuel, presque une cécité, donc elle ne voyait pas d'un œil. Elle a récupéré spontanément. D'accord? Une année est passée. Ça a repris. La patiente a fait des chutes. Donc, elle faisait du patinage. Ouais. Et elle est tombée. Donc, on pensait qu'elle a dû trébucher, elle s'est fait mal à la cheville, mais au fait, elle faisait des troubles de l'équilibre. Ouais. Donc, la patiente s'est aggravée. Si c'était juste une cheville traumatique, ça n'aurait pas donné des troubles d'équilibre qui vont s'aggraver. Mais elle a récupéré. Elle a fait une autre poussée. Donc, c'était toujours sans médicament. Hein. C'est parce qu'il y a toujours ce pouvoir de réparation spontanée de la myéline. Donc, elle a fait une troisième poussée 2 années plus tard. Là, elle a fait un déficit complet du membre. Elle a fait des troubles vésico-sphinctériens. Elle a refait un trouble de l'équilibre de la marche. Et là, on commençait à se douter. Donc, ça a eu un impact très mystique. Oui, On se disait que voilà, c'est une patiente qui faisait des paralysies, qui récupérait spontanément. Donc, il y a peut-être un aspect miraculeux. Ah oui, c'est ce que voilà. Oui. Donc, pourquoi ça a été rapporté ce fait historique? Parce qu'il y a eu un impact très mystique.
Donc on disait qu'elle Suicide. arrivait à récupérer grâce à la prière. Voilà. Donc on l'a prise pour une 7. Donc Voilà. voilà comment à peu près a été rapporté le premier cas. Mais je vais revenir après sur cette histoire de prière, l'état psychologique des patients. C'est Est-ce qu'il super peut important. aider? Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est bien super sûr. important, chacun trouvant son ressort psychologique là où il peut, ce qui nous permet de passer vers vous, Madame Louben. Alors justement, vous qui travaillez dans un service de neurologie, le CHU a été dit, est réputé pour sa spécialité, il n'y en a qu'une seule. Et puis, vous êtes très impliqué, vous êtes véritablement une passionnée de votre spécialité, Merci. comme tout le monde du reste ici, chacun la sienne, respectivement. Dites-nous cet apport de la psychologue clinicienne que vous êtes, qui se spécialise dans la neurologie et dans les maladies neurologiques. Dites-moi votre implication et l'interaction avec les patients. D'accord. Tout d'abord, comme tout le monde le sait, que la prise en charge des CEP, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc on a besoin du neurologue, on a besoin de médecins rééducateurs, on a besoin de nutritionnistes, des orthophonistes et bien sûr on a besoin des psychologues. Donc cette prise en charge qui est la spécialité du psychologue qui est très importante parce que ça commence dès le début de la prise en charge. Ça veut dire dès l'annonce de diagnostic, le psychologue il doit être présent face aux patients, face à la prise en charge de cette patient. Chacun, déjà, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la prise en charge, donc, y compris les traits de personnalité du patient, comment il reçoit déjà le diagnostic, quel est le lien avec, parce que c'est très important, le transfert avec son médecin traitant, comment il apprend les choses, et par la suite, est-ce qu'il a un bon soutien de famille pour il apprend les choses comme il faut, est-ce que déjà sur le plan économique, il a les moyens pour faire face à cette maladie, parce qu'il doit faire des examens complémentaires, parce que le traitement, il doit être déjà par la sécurité sociale, il doit être déjà bien pris en charge dans ce côté, tout un tout. Et tout ça, le patient, il doit passer par une prise en charge psychologique. Donc, on commence la prise en charge des patients CEP dès le début, c'est-à-dire dès l'annonce de diagnostic, pour aider déjà, pour comprendre le profil du patient, et déjà parce que quand même, c'est un traumatisme émotionnel. Psychologique. Annoncer le diagnostic, tout à fait. On est rentré dans le vif de l'émission, Tout à fait. pour le coup. Donc, ça commence, donc c'est pour ça que ça commence dès l'annonce de diagnostic, dès le premier contact, et on vous dit, voilà, on est désolé. Et comme il a dit Dr Lounis et professeur, c'est un diagnostic qui est très sensible et c'est un diagnostic d'élimination. Donc on doit éliminer toutes les pathologies qui se rassemblent avec la sclérose en plaques, mais ce n'est pas la sclérose en plaques. Donc ça prend quand même déjà, il vient avec une IRM, probablement sclérose en plaques. Mais on a le neurologue et le médecin traitant, il n'a pas le droit de donner le diagnostic dès le premier entretien avec lui. Donc il doit faire des examens complémentaires, des PL, etc. Donc ça va prendre plus de temps. Revenons sur le côté psychologique, Oui, s'il vous plaît, d'accord. Madame Louben. Oui. Alors je vais poser la question encore plus directement que ça. Quelle est la psychologie d'une personne qui souffre de la sclérose en plaques? On a vu par exemple Linda réagir quasi épidermiquement, comme piqué au vif. Bah oui, normalement c'est comme ça, mais moi il m'a dit voilà ce que tu as ou quelle association. Alors, en gros quoi. Après, les patients, comment sont les patients? Comment est-ce qu'ils réagissent? Quelles sont leurs réactions et quelle est l'importance de cette réaction dans la conduite de leur prise en charge? moi, je vous parle de mon expérience personnelle là, avec mes patients. Généralement, à 80% des patients, au début, le déni. Et ça marche bien. Ça marche bien, d'accord, j'ai une CEP. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le traitement? Ainsi de suite. Et ça revient après 1 mois, 2 mois, avec un grand fardeau, assez lourd, avec des fois des dépressions complètement et non-acceptation complète de la maladie et avec un fardeau qui est psychosocial. Pas seulement psychologique, c'est-à-dire ça ne concerne pas le patient lui-même, mais ça concerne tout un tout. Comme il a dit Dr Lounis, toute la famille, c'est un adulte jeune, donc en pleine activité, en pleine vie de couple, sociale, en pleine vie sexuelle, reproductive, etc. Oui, c'est l'étape où on fait sa vie, on tout fonde à sa fait. famille. Oui. Donc ça vient avec un fardeau psychologique très très lourd. Donc des fois, on arrive jusqu'à des dépressions, des anxiétés sévères, et surtout,
en parlant de la dépression et de l'anxiété, c'est des symptômes indirects de la maladie qui touchent. La dépression, elle touche la moitié des patients CEP et l'anxiété, on la trouve chez 70% des patients souffrant de la maladie. Donc, on imagine un patient qui vient avec un syndrome anxio-dépressif, des problèmes psychosociaux déjà. Donc, c'est un tout, oui, vraiment, il a besoin d'un Parfois, c'est entretien. même la famille qui n'accepte pas. Hein. Vous me l'ôtez de la bouche, professeur Kadi. Hein. C'est-à-dire que, ben oui, Oui, alors l'individu évolue par définition dans un système, que ça puisse être le système familial, la grande famille, le père, la mère, les enfants, la famille nucléaire, mais évidemment avec j'allais dire les répercussions, hein, la symptomatologie de la SEP qu'on a vue, elle était diverse et variée. Mais par exemple, si c'est une personne qui est plutôt forte de caractère, sur laquelle une personne ressource, voilà, quand on a des soucis, c'est vers elle qu'on se retourne, voilà, c'est compliqué à ce niveau-là pour la famille de se remettre en question, parce que du coup, ça n'est pas la SEP d'une personne, d'un patient. C'est toute la famille. Toute la famille. C'est Tout une l'entourage, société, hein. C'est une société parce que, comme Tout je à vous fait. ai dit, c'est des facteurs finalement. C'est des traits de personnalité. Est-ce que le patient, déjà, il a un caractère qui est fort, qui peut faire face, qu'il a des expériences auparavant? Il y a des femmes, il y a des gens qui ont déjà un niveau intellectuel qui n'est pas donc ils comprennent déjà pas la maladie. Vous pensez que le niveau d'instruction a Aide. une importance Oui, dans oui, la... oui. Meta, si tu me permets, en fait, Je t'en prie, tfaddal, hein. l'impact psychologique, pour voir un peu l'impact psychologique qu'engendre la maladie, il faut voir la catégorie de personnes qui sont touchées par cette maladie. En fait, c'est une maladie du sujet jeune, de l'adulte jeune, C'est-à-dire, entre 25 et En 35 pleine ans. activité. Et ça touche beaucoup plus les femmes. Les L'âge femmes, des roses. voilà. C'est 3 femmes pour un homme. Voilà, exactement, c'est important Donc, à signaler. imaginez, nous que nous avons l'habitude de recevoir ce genre de patients, imaginez une jeune fille qui vient d'avoir son bac, elle est à l'université, elle était en très très bonne santé, d'accord. Elle a plein de projets dans la tête, elle a envie de faire une carrière professionnelle, elle a envie de se marier, et boum, Ça, c'est cool. on vous annonce un diagnostic de sclérose en plaques. Ce que font les patients atteints de sclérose en plaques, on a beau leur expliquer les choses, ils partent sur Internet. Et là, c'est le drame. Parce que ce que nous expliquons à ces patients n'est pas la même chose que trouvent les patients sur Internet. Donc, vous imaginez, dans les mois du diagnostic et de l'annonce du diagnostic à ces patients, le fardeau psychologique, il est énorme. D'où l'intérêt de la prise en charge psychologique. important. Même dans le couple, parce que je vous assure qu'il y a eu des couples, il a abandonné sa femme parce que... Vous n'avez pas voilà. duré, oui, Parce que évidemment. franchement... Il y a toujours des familles où c'est une honte d'avoir... Ben oui, comment ça? Moi, je ne vais pas... Puis d'emblée, ce qu'ils voient à la télé, voilà, c'est le handicap et tout. Ah, moi, je ne vais pas vivre avec un handicap, elle ne va pas avoir d'enfants. Beaucoup de choses comme ça. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui sont abandonnées comme ça. Hein. Donc, c'est vraiment très lourd comme fardeau. Alors, puis, allez-y, oui, je vous en prie, Madame Le Ban. C'est une maladie, comme il a dit docteur et professeur, évolutive. Donc elle est là, elle évolue par poussée. Donc vous imaginez, en phase de rémission, le patient, ça va, il va bien, il est actif, il fait ses activités, hop, la poussée. Donc là, c'est un autre choc, c'est une autre déprime. Dès qu'il se relève, Dès qu'il se relève, là, il se casse à chaque fois. Et à chaque fois, il se casse, il va remplir plus son fardeau, il va devenir plus fragile, il va avoir plus d'inquiétude par rapport déjà, il se projette dans le futur. Oui. Il y a toujours des rémunérations anxieuses par rapport au passé. Je ne devrais pas faire ça, pourquoi j'ai fait ça, des fois c'est à cause de moi, non c'est à cause de l'autre. Donc ils vont vivre le cercle vicieux qui va se répercuter, c'est sûrement sur déjà l'évolution de sa maladie. C'est pour ça la prise en charge psychologique, elle est très 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 importante pour les Je patients. veux juste rajouter, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la poussée rémission, on a d'autres formes. Les formes progressives, c'est les plus sévères en fait. Parfois, ça évolue progressivement. C'est-à-dire c'est des signes qui se surajoutent, c'est l'handicap qui se surajoute. Et en général, c'est des formes les plus agressives et tout. Et le malade se retrouve, à chaque fois, il se dégrade progressivement, même sur le plan travail, sur le plan familial et tout. C'est vraiment la dégradation, sa vie, qualité de vie qui est vraiment, qui se réduit, qui est touchée.
c'est dramatique. Et on a pour le toujours la patient. question qui se répète, est-ce que je garde mon handicap? Oui. Toujours le patient quand on reçoit pas, est-ce que nous allons Ouais, la marche aussi parle beaucoup de marche. Parce que la marche, C'est l'autonomie par excellence. c'est- on Par parle excellence. d'autonomie, par excellence. Ouais. S'il peut marcher, il peut aller à son travail, il peut c'est-à-dire vaquer ses occupations, il peut tout faire. Mais justement, le caractère de cette sclérose en plaques, la plupart, 70% des patients atteints de sclérose en plaques, c'est-à-dire la qualité de leur marche diminue et parfois, en quelques années, au bout de 15 ans, 20 ans, ils perdent leur marche. Ils vont se retrouver sur fauteuil roulant. Et du coup, c'est-à-dire, ils te disent, est-ce que je vais encore marcher ou bien je vais me retrouver sur fauteuil roulant? C'est très difficile. C'est normal. Alors justement, peut-être revenir sur les visées, les objectifs du traitement de la sclérose Voilà. en plaques. Et voilà, ce qu'il y a eu une différence depuis 20 ans, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, enfin, je veux dire, sans pour autant aborder Si je peux permettre, l'arsenal. Reda, avant d'arriver à la prise en charge, j'aimerais bien rajouter un mot sur le diagnostic. Oui. En fait, ce n'est pas une pathologie qui est facile à diagnostiquer. Hein. Parce qu'au fait, il n'existe pas une prise de sang à faire pour dire que vous avez une sclérose en plaques. De mémoire, je crois que c'est en post-mortem que l'on peut avoir le diagnostic de c'était avant. certitude. C'était Voilà. avant. Ah bah voilà, ça c'était niveau. Ben oui. Ouais. Maintenant, les choses ont changé. des critères. Là, maintenant, on arrive à faire plus facilement le Le diagnostic. diagnostic. Il y a des critères cliniques, surajouter à des critères biologiques, à des critères radiologiques surtout. D'accord? Au fait, c'est tout un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques qui vont nous dire que ce patient a très probablement une sclérose en plaques. Maintenant, ça reste un diagnostic d'élimination. Donc, on est dans l'obligation d'écarter une liste de pathologies qui peuvent donner ce genre d'inflammation dans le système nerveux central. Donc, dès qu'on fait le diagnostic, ça peut prendre quelques jours, à quelques semaines, à quelques mois. Donc, tout dépend. Chaque patient est différent d'un autre. C'est pas toujours la même chose. Et vous pourrez poser la question à notre patiente, comment elle a reçu l'annonce du diagnostic. C'est quelque chose de très très important auquel on accorde une importance primordiale. D'après ce que vous l'avez raconté tout à l'heure, vous l'avez reçu avec beaucoup de désarroi. C'est-à-dire, voilà, seul au monde, au milieu de l'océan, bon, on me dit voilà ce que j'ai. On me dit, Très jeune, je ne savais pas ce que ça veut dire la CEP. Même, j'étais hospitalisée et tout, je prenais des médicaments. J'ai resté plus de 1 mois et demi à l'hôpital sans savoir qu'est-ce que j'avais. Par contre, ils ont annoncé la maladie à mes parents et ce qu'ils n'ont pas osé faire pour moi. Ils ne l'ont pas annoncé. Peut-être par rapport à ton jeune âge. Peut-être pour ça. Je trouve que c'est son droit. Oui, 13 ans, mais il faut la préparer, mais c'est son droit. La seule chose dont je me souviens, c'était un soir, un médecin de garde qui me dit qu'il y a une association pour votre maladie. C'est quoi ma maladie? C'est la sclérose en plaques. Sans rien dire de plus. Mais est-ce que le fait de comprendre votre maladie vous a aidé? Bon, ma maladie, en vrai, je ne l'ai pas compris depuis 2002 jusqu'à 2006 que j'ai commencé à apprendre qu'est-ce que ça veut dire, ma maladie. Parce que j'ai vu d'autres cas avec moi en 2006 à l'hôpital en étant hospitalisé au service de Benaknoun. Il y avait d'autres cas, sclérose en plaques. Au début, je ne vous cache pas parce qu'il y avait des cas vraiment sévères. Oui, ça fait peur. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Mais je me suis dit, je vais me combattre. Je vis le jour, je ne vais pas penser au futur, je vis le présent. Effectivement. Mais vous avez vu les choses changer avec l'avènement des traitements. Bien sûr. Donc ça a été différent. Donc Linda a soulevé un très 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 grand problème, c'est une bonne question, parce qu'à chaque fois dans le service, c'est la question qui se répète. Donc est-ce que un ou qui m'a l'autre? Et généralement dans le service d'hospitalisation, on a pas mal de patients dans des formes différentes déjà. Des stades. Les patients des stades, ils sont différents. Donc à chaque fois le patient, surtout le jeune, c'est-à-dire le débutant, voilà, dans les débuts, il demande est-ce que un ou qui m'a l'autre, la maladie. C'est ça l'intérêt de diagnostic. Moi je trouve que voilà, si je peux passer un message il faut vraiment travailler sur ça. Le patient, il a le droit de savoir, dans un cadre bien
bien préparé, Oui. bien protégé, bien calculé, que يسمع dans les couloirs. Qu'il a une maladie, كيما قال الدكتور يروح sur internet, كيما يروح صرا يشوف للدا. كيما صرا ليندا ويصرا لبزاف لواحد اخرين. D'où l'intérêt de ce genre d'émission, Tout à fait. d'informer les patients. Oui, c'est très important. ذلك ما نهضروش غير على le côté négatif de la sclérose en plaques, parce qu'on on voit tout à fait des patientes où ils ont respecté le traitement, ils ont respecté la qualité de vie, et Allah يبارك راهم 20 ans, 30 ans d'évolution, مازالهم actifs, مازالهم يوقفوا. Moi, j'ai des يتزوجوا. malades qui J'ai sont des encore enfants. très bien. Tout à fait. Je leur dis, n'ayez pas peur. On a des femmes toutes gentilles. Effectivement, je vous assure que j'ai des malades, ça fait, ça fait 20 ans, je lui dis à chaque fois quand je les vois, tous les 6 mois je les vois, je leur dis, alors il y a quelque chose de nouveau, ça va, vous êtes, non, je suis très bien, je suis super contente. Parce qu'il, voilà, l'état psychologique, mais en plus il suit très bien son traitement, il reste très discipliné. Donc franchement, il est en plus bien entouré. Vous avez des patients idéaux, hein, c'est Non, l'idéal. non, mais j'ai aussi oui. des patients. C'est je vous assure. Alors, adressons-nous à ceux-là, Oui. adressons-nous à ces patients-là. Alors, justement, je vous vois trépigner, hein, je vous vois trépigner. Alors, justement. Alors, on reprend avec vous, Monsieur Birouk. On disait un peu plus en avant que chaque CEP était une CEP à part, était une CEP particulière, et chaque patient est un patient à part, chaque être humain est un être humain à part, et on ne réagit pas tous de la même façon. Alors, au niveau de l'association, et au vu de votre parcours, vous avez dû en voir des gens qui réagissaient, j'allais dire, assez différemment, pour ne pas dire diamétralement opposés. Parlez-nous de ceux qui vous ont le plus marqué. Tout à fait. J'en ai vu, justement, il y a pas mal de patients, et surtout de patientes, vraiment qui s'accrochent, c'est incroyable. Mais vraiment, quand on les voit comme ça dépérir. Et le comble, c'est que quand la thérapeutique ne va pas, les changements thérapeutiques ne se font pas au bon moment, ou ne se font pas du tout. Donc là, les soins, et après il y a le docteur Lunis qui va en parler après sur la prise en charge thérapeutique qui n'est pas adéquate. Quand je dis adéquate, c'est pas, il n'y a pas, mais c'est les changements, parce qu'on doit suivre, on a bien dit que c'est une maladie évolutive, et il faut qu'on la suive. Des fois, je leur dis, attendez aux malades, il faut que vous teniez bon, et que vous occupiez vous-même déjà, parce que déjà ils sont conscients. Et souvent c'est des jeunes, entre 20 et 40 ans, et, je dis ils sont jeunes et ils peuvent comprendre, pas à 13 ans, mais au-delà de 20 ans, je pense qu'ils vont comprendre très bien leur maladie. Et je dis, mais dès qu'il y a des changements, il faut parler. Et surtout, je veux qu'il y ait un bon contact entre le médecin et le malade. La relation médecin-malade, elle est importante. Parce que j'ai eu malheureusement affaire à des malades qui disent, mais le médecin ne m'a jamais dit ça. Bon, je vais citer juste un petit exemple de rien du tout. Oui, il y a une malade qui devrait faire un bolus de corticoïdes pendant une poussée. Je dis, attends, est-ce que vous avez fait votre CBU avant? Il dit, mais c'est quoi ça? Le CBU, c'est un examen cytobactériologique des urines. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner des corticoïdes alors qu'il y a une infection urinaire. Parce que sinon, on va flamber. Ah, il dit, non, on ne m'a jamais dit ça. Ah, je dis, attendez, là, jamais, il me dit, jamais on m'a parlé de ça. Ça, c'est un des petits problèmes, un des problèmes, je veux dire. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres. J'ai eu un cas où, dans une fratrie, un frère et une sœur, eh ben, ils ont évolué, ils n'ont pas évolué de la même manière. La femme, la jeune femme, on a réussi à la stabiliser et on lui a donné un traitement et c'est bon. Et ben son frère, malheureusement, il est arrivé à un stade très très avancé où aucun traitement n'arrive à le stabiliser. Du fait de personnalités de caractère différents ou du fait de la différence de la sclérose? De la teinte, elle est différente. D'accord. Et aussi dans l'évolution de la maladie. Et non pas la forme. C'est chaque patient, c'est un. Chaque forme clinique de sclérose en plaques est différente d'un individu à l'autre. Il y a certains patients qui répondent bien au traitement, il y a certains non. Il y a des formes très agressives, il y a des formes moins agressives, il y a des formes bénignes. Donc chaque patient est différent d'un autre. Comment prendre ça positivement? Comment en faire une force? Comment arriver à transcender
cette annonce, alors qu'on ne vous a pas fait, hein, on ne vous l'a pas faite, on ne vous a pas fait l'annonce, voilà, vous aviez 13 ans, on vous voit, vous êtes là, vous êtes présente avec nous, bah, il faut dire que vous êtes impliqué dans le mouvement associatif, puisque vous êtes la présidente du bureau d'Alger de EMSO, vous en êtes également la trésorière, mais on ne va pas revenir sur toutes les missions que vous avez. Voilà, vous êtes opticienne, donc vous êtes active. Comment est-ce que vous avez, j'allais dire, dompté votre maladie, ou comment est-ce que vous avez décidé de lui faire une petite place dans votre vie, voilà, exactement, vivre avec, comme dit le professeur Fadi. Bon, quand je l'ai eu à jeune âge, j'ai accepté de vivre avec. Ça vous a prémuni, ça vous a un peu protégé, Bien ça a sûr, facilité le fait que vous ayez... Pour moi, bien sûr que ça facilitait pour moi d'accepter et tout. Mais aussi, il faut penser positivement, il ne faut pas penser négativement. Il faut vivre le présent, il ne faut pas vivre le futur. Quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir, il faut aussi oublier le passé. Parce que si on pense au passé, on ne va pas vivre le présent. Avancer. Tout à fait. Il faut avancer. Bien sûr, il faut. C'est le secret. Tout à fait. En fait, pour dépasser, je vais rajouter quelque chose. C'est parce que, comme je vous ai dit déjà, à travers ma petite expérience avec mes patientes, il y en a qui avaient vraiment fait une dépression majeure. C'est-à-dire une dépression majeure, déjà c'est lourd sur le plan psychologique et c'est lourd sur le plan traitement, parce qu'il y a certains traitements qui sont interdits en cas d'une dépression. Ouais. Et maintenant, elles travaillent, elles sont actives, elles sont très bien, elles sont positives. Il y a des enseignantes, il y a des médecins, il y a des footballeurs, donc des jeunes. Il y avait des patientes, elles n'étaient pas mariées, maintenant elles sont mariées, elles ont des enfants, elles sont actives. Il faut juste respecter la sclérose en plaques, c'est-à-dire respecter le traitement et respecter le mode de vie. Parce qu'il y a un certain mode de vie à respecter. Pour continuer sur ce que vous avez dit, je dis toujours aux patients, la sclérose, vous allez vivre, mais vivre autrement seulement. Vous organisez autrement. Parce que en fait, l'espérance de vie, c'est la même que la population générale. Ouais. Simplement, c'est vrai que c'est la qualité de vie qui est différente. Et du coup, il faut apprendre à vivre autrement, s'organiser autrement. La sclérose en plaques, c'est une pathologie qui donne beaucoup de fatigue. Ouais. Donc, comment je leur dis aux patients, essayez de vous organiser à la maison, vous faites quelque chose, vous vous arrêtez, reposez-vous, reprenez doucement. Dès que vous vous sentez fatigué, arrêtez, reposez-vous. Donc, vous organisez autrement. C'est comme ça qu'on peut continuer à vivre. Ouais. Il faut comprendre, professeur, parce qu'à chaque fois qui dit, le plus grand problème, c'est qu'il ne comprend le symptôme. Le patient, il n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est lié à la sclérose en plaques ou là, c'est autre chose. D'ailleurs, le fait que dès le début, voilà, c'est une sclérose en plaques, on fait une petite définition selon le niveau du patient, avec des vidéos, des photos, la projection positive dans le futur. Pourquoi on approche avec l'handicap que des fois les patients mais ils l'handicap. Donc on reste en positif qui m'a fait tout en disant quels sont les bienfaits et les malfaits à la sclérose en plaques. Ça veut dire il faut pas trop de chaleur, donc on la chaleur, il faut pas trop de fatigue, il faut faire des pauses. Donc on que le stress c'est le premier ennemi d'aller pousser parce qu'un facteur il est inconnu jusqu'à maintenant, mais ça a été prouvé que le stress il peut provoquer des poussées, il peut aggraver là. Donc tout ça c'est l'éducation thérapeutique. Tout simplement. Voilà, je voulais éducation thérapeutique, c'est très important qu'ils comprennent. Oui, monsieur Béraud. Justement, de ce côté-là, pour vous rejoindre, actuellement, depuis quelques mois, on a commencé à lancer des séances de vidéo avec notre psychologue de EMSO. Donc des petites vidéos de 8-10 minutes au maximum pour que les malades ne décrochent pas. Il faut que ça soit court. Donc on a partagé ça en plusieurs séances, depuis l'annonce du diagnostic jusqu'aux différents conseils, comment on prend en charge du point de vue psychologique le patient. Et surtout, docteur, que la sclérose en plaques, c'est une maladie récente. En Algérie, ça veut dire même on a besoin de la population, mais pas les patients malades. Parce que le couple, le mari, le papa, l'employeur, parce qu'il y a des gens qui disent l'employeur dit mais c'est quoi une sclérose en plaques. Donc, vraiment, professeur, et les aidants et la population générale, comme elle est maintenant très fréquente,
لازم نعرفوا كاملين c'est quoi une sclérose en Eh bien justement, pour vous rejoindre sur ce point-là, on a tous parlé tout à l'heure du problème qui existe dans la relation familiale. Moi, je vais citer juste un petit exemple. Eh Enfin, ben, qui n'existe pas forcément, mais qui là, peut il- exister, puisque là, ça il bouleverse... existe. Celui-là, il existe. Alors là, je l'ai posé, je l'ai retrouvé à tous les coups. Donc souvent, là, on parlait de Dina, qui est une jeune femme. Elle était jeune, à 13 ans. Oui. Ben, quand elle avait ses 18 ans, ses 19 ans, eh ben, sa maman, probablement, elle lui demandait de faire un peu de le ménage et tout. Ouais, ouais. Mais c'est une fatigue qui est vraiment récalcitrante. Elle est là, elle n'est pas. Handicapée, et puis des fois, elle est là, la fatigue. Alors là, carrément, la malade, elle est complètement à plat. Mais d'un seul coup, il n'y a plus rien. Et c'est comme si un switch on, switch off. Tu vois, ça devient normal. Elle fluctue, mais elle n'arrive pas à la contrôler. Mais juste après, il n'y avait plus de fatigue, mais après, il y a de la fatigue. Et comment expliquer ça à une maman? Elle va lui dire, mais tu te fous de moi? Pas trop aussi, hein. Oui, et par conséquent, c'est-à-dire c'est partout. Comme ça. Donc, et du coup, ça les pèse beaucoup les jeunes patients. femmes et les patientes surtout en général. D'où l'importance de faire connaître la maladie au plus grand nombre. Docteur Lounis, je me retourne vers vous, C'est justement la pour bonne aborder. nouvelle. Non, Voilà, je sais. pour aborder. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que des traitements existent. Au fait, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, il n'y avait pas de traitement sclérose en plaques. Hein. Les patients s'aggravaient progressivement. Ils passaient un handicap sur un fauteuil roulant au bout de 10 ans. 10-15 ans, ils sont sur un fauteuil roulant. Alors que maintenant, on arrive à voir des patients 20 ans, Tout à fait. ils sont autonomes. Ouais. Ils marchent, ils utilisent leurs mains, ils travaillent Tout à fait. meilleure qualité de vie. comme s'ils n'avaient pas de maladie. Donc je vais... L'exemple Oui, effectivement, Juste à côté. elle est devant nous. Oui, effectivement. Et on parle bien d'opticien. Oui, oui. Un opticien, ça travaille, Ah oui. les verres. Avec Donc là, une le dextérité doigté, le manuelle doigté, fine. exactement, Bah oui. c'est une activité Une très petite difficile. lésion Les peut entraîner. médicaments, mais aussi même la prise en charge en rééducation, c'est important. Oui, oui. Parce que, comme on l'a toujours dit, la prise en charge multidisciplinaire, c'est Justement. très, très important. Avant, on disait que, justement, la sclérose en plaques, non, on ne fait pas de rééducation, mais c'est pas vrai. Au contraire, ça les aide énormément. Parce qu'il ne faut pas voir simplement l'aspect moteur. Il y a beaucoup d'aspects. L'aspect vésico-sphincter, je vous assure que c'est vital. Le problème vésico-sphinctérien dans la sclérose en plaques, c'est vital. C'est très important de les prendre en charge. Sur le plan vésico-sphincter, sur le plan moteur. Le fait que, je vais vous donner juste un exemple. Actuellement, on a une malade qui a CEP, qui était atteinte du Covid. Eh ben, le Covid l'a complètement déstabilisée, elle s'est dégradée et moi je l'ai hospitalisée pour lui redonner la marche qu'elle a perdue. Elle était marchande avec 2 cannes, c'est vrai, mais après elle a perdu sa marche parce que le Covid encore, c'est une autre pathologie qui a accentué son handicap. Et depuis quand même, il y a 3 semaines de rééducation, elle s'est vraiment améliorée. Elle a repris sa marche avec ses 2 cannes et sur le plan vésico-sphinctérien, on a fait le point sur tout, sur le plan psychologique et tout. Je vous assure que ça améliore énormément les patients. Et ma patiente demande, c'est une liste d'attente. On va essayer d'être méthodique dans cette histoire de prise en charge. Oui. En fait, Alors c'est pour d'abord, que les- pardon Voilà. docteur, Oui. ce qui est très important, c'est d'expliquer quelle est la visée de la prise en charge. Effectivement, C'est-à-dire effectivement. Qu'est-ce qu'on attend Oui. Qu'est-ce qu'une bonne évolution pour un patient, une patiente souffrant pour de que les sclérose patients en plaques. comprennent. Oui. Oui, effectivement. En fait, dès qu'on fait le diagnostic de sclérose en plaques, il faut traiter. Il faut traiter d'abord la poussée. On a dit que la maladie évolue pour pousser rémission. Qu'est-ce qui va amener le patient à voir le médecin? C'est la poussée. Donc dès qu'on fait le diagnostic, on hospitalise le malade. On a fait toutes les batteries paracliniques et on traite le malade par corticoïdes. Là, on utilise des doses très très élevées de corticoïdes, d'accord? En fait, parce que pour que ce traitement passe dans le système nerveux central et pour diminuer la sévérité de cette poussée et la durée de cette poussée. Maintenant, il y a des cas où ce traitement ne marche pas. Il y a des poussées très sévères, parfois, on les voit. Il y a des patients qui perdent la vue en 2, 4, 5 jours. Ils peuvent perdre la vue. D'accord? Donc là, à Tizi, on utilise une sorte de thérapie. C'est ce qu'on appelle la plasmaphérèse. Au fait, on essaye de filtrer le sang du patient
on enlève toutes les protéines pro-inflammatoires, on les remplace par des protéines humaines saines. Donc ça permet de diminuer un peu la sévérité de la poussée de la maladie. Donc à chaque fois que le patient fait sa poussée, on l'hospitalise, il reçoit un traitement par corticothérapie. Puis via la seconde phase dans la prise en charge, il faut donner un traitement de fond. Le traitement de fond, au fait, c'était les nouvelles thérapeutiques qui sont arrivées dans la prise en charge de la sclérose en plaques. Au fait, c'était ces traitements-là qui n'existaient pas avant. Et ces dernières années, il y a eu un essor important de ce genre de traitement. Donc, à quoi servent ces traitements? En fait, ils permettent de diminuer l'évolution de la maladie. En fait, ils diminuent la durée d'évolution vers l'handicap. D'accord? Ils freinent la maladie, mais ça ne veut pas dire que la maladie va s'arrêter. Ils ne guérissent pas. Ils ne guérissent pas. Mais au fait, il y a certains malades où la maladie s'arrête. Donc, je vous ai dit, tout dépend, c'est différent d'un patient à un autre. Puis, donc, le patient reçoit son traitement de fond. Et là, maintenant, on commence à avoir un large choix dans les traitements. Il y a 5 ans en arrière, on était limité dans les traitements de sclérose en plaques. Mais maintenant, il commence à y avoir un essor encore plus important dans les traitements parce qu'il y a certains patients qui ne vont pas répondre aux traitements de première ligne, par exemple. Donc, on doit passer à des traitements plus supérieurs. D'accord ? Puis, le dernier volet, c'est un volet qui est primordial. Et c'est là où rentre toute l'importance de la prise en charge pluridisciplinaire. C'est la prise en charge de tous les symptômes, des autres symptômes de la maladie. Et je laisse le professeur Kadi nous parler un peu de ça. C'est pour ça, nous, à Tizi Ouzou, on a créé un certain service consultation neuro-rééducation. Donc, les malades, ils sont diagnostiqués en neurologie, mis sous traitement de fond et tout. Automatiquement, ils viennent dans notre service, ils sont orientés dans notre service, on fait leur évaluation de la marche, on les hospitalise, faire le point sur tous les symptômes, tous les problèmes du patient et on règle tout. C'est-à-dire sur le plan, on a un psychologue, on a un orthophoniste, on a les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes. Donc c'est une prise en charge, les médecins bien sûr impairs. Donc c'est une prise en charge globale, c'est très très important. Il faut qu'ils gardent ce circuit. C'est important qu'ils suivent ce circuit. Et malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas les moyens comme ça de se déplacer et tout. Et malheureusement, parfois la maladie et la pauvreté. C'est très très important, ça coûte très cher de prendre en charge. Donc il y a des gens qui abandonnent et du coup le fait qu'ils abandonnent, je vous assure qu'on retrouve après des malades qui s'aggravent très très rapidement et avec un handicap très sévère parce qu'on ne fait pas que... il y a la rééducation, même le traitement de la spasticité également, on fait de la toxine, oui, tout. Donc je vous assure qu'on a des malades après tellement des déformations, complètement handicapés, les parents qui sont perdus. C'est pour ça qu'il faut les sensibiliser. On sensibilise, on essaie d'aider le patient, de lui dire, et les parents, de les aider, de les recevoir rapidement en consultation, sans les faire traîner à chaque fois. Et c'est vrai que la demande, elle est très importante. On a un seul service, mais on fait ce qu'on peut. Le professeur Kadi, justement pour jumper sur les thérapeutiques aussi, vous avez parlé bien, docteur Lounis, des thérapeutiques. Effectivement, l'État en a fait. Si on compare les années 80, les années 90 aux années 2020, c'est sûr qu'il y a eu un changement. Malheureusement, reste insuffisant, pas assez vite. Le nombre, vous avez parlé de 4-5 molécules, quelque chose, on n'arrive pas à suivre la cadence d'enregistrement des produits. Nous sommes actuellement à plus de 23 nouvelles molécules. Pourquoi ça? L'importance c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de malades. C'est vrai, il y a une prévalence, il y a une incidence de la maladie, on les connaît très bien. Par contre, c'est que les malades, ils peuvent échapper au traitement. On a parlé du premier, de l'escalade et la désescalade. On peut aller dans les deux sens. Là, mais il faut donner ce pouvoir pour le médecin. S'il n'a pas cette panoplie de médicaments, comment on va faire? Vous allez avoir 1, 2 ou 3 familles de produits. Et ce n'est pas suffisant. Ça reste un choix restreint. Restreint. Et c'est ce qui fait. Supposez qu'un malade qui va échapper aux 3 molécules que nous avons actuellement. Je parle de 3 familles. Et comment on va faire?
Enfin, on va dire, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, c'est ce qui se dit. Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire. Je vais rajouter justement la chance, quelque part, à la sclérose en plaques, cette pathologie particulière, parce que c'est une pathologie qui est très fréquente en Europe, les pays occidentaux et tout, et du coup, il y a beaucoup de recherches. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traitements, de développement de médicaments, et malheureusement, on n'a pas la chance de les avoir tous. On en a quelques-unes, mais c'est insuffisant, parce qu'il y a beaucoup de formes aussi, et des formes agressives. Et apparemment, les formes méditerranéennes sont plus agressives. On peut revenir sur les handicaps, on peut faire revenir un handicap qui est apparu des suites des complications d'une sclérose en plaques ou non? C'est définitif ou Ça dépend. Vous êtes au début de la maladie ici. C'est possible. C'est Avec possible. les corticoïdes, je vous ai dit, un traitement de fond initié vite, donc précocement. Plus on donne un traitement plus précocement c'est possible. presque dans le cadre de l'urgence? Oui, en fait, je vous ai dit au début que le malade récupère spontanément son traitement. Ça, c'est au début de la maladie. Mais si on laisse la maladie évoluer, ce pouvoir de réparation de la myéline va s'estomper. D'accord? Il va se moindrir. Donc, d'où l'intérêt de mettre un traitement de fond le plus rapidement possible. Je vous disais justement le cas de la patiente qui a été atteinte du Covid, elle s'est aggravée rapidement. Mais le fait qu'on a fait un peu de rééducation, c'est-à-dire elle a repris son traitement, ça lui a... Alors justement, le Covid, on est en plein dedans, on n'en est pas sorti. Je veux dire, ça s'est passé comment? Ça se passe comment pour vous, pour les patients et les différents membres de votre association, pour les malades que vous avez pu voir dans vos services respectifs, en l'occurrence Aïtidir et Mohamed Nedir? Oui. En ce qui nous concerne, dès qu'il y a eu des recommandations, on les a directement postées sur notre page Facebook. Et on a recommandé vivement aux malades d'aller se vacciner. Non seulement tous les malades, mais parce que les recommandations étaient focalisées sur les malades qui utilisaient une catégorie de médicaments, notamment les anti-CD20. C'est des immunosuppresseurs. Mais moi, personnellement, mes conseils pour nos patients, ceux qui nous suivent au niveau de la page, c'est tous les patients. Vous vous protégez plus que vous faisiez de l'excès de zèle dans l'application, de l'excès de zèle dans le bon sens du terme. Je m'explique, voilà. Un professeur, un médecin, non, pas du tout, c'est pas un reproche. C'est-à-dire que vous faisiez montre de plus d'insistance, de rigueur, voilà, en vous protégeant Pour les gestes barrières. Pour les gestes barrières avec le Covid, le port de la bavette, le gel hydroalcoolique. Sur le port de la bavette, le gel hydroalcoolique, la distance sociale, c'est pour ça il faut bien sûr prendre soin de lui. On ne se laisse pas y aller. Et autour de vous, on était compréhensifs, on comprenait. Alors, je ne sais pas, vous êtes opticien, donc vous travaillez au niveau des collègues, les voisins, les amis, la famille. Comment ça se passait? Puisque vous êtes plus vulnérable, je veux dire, par rapport au Covid. Bon, même avec les différentes formes, les différents variants, tout le monde l'est clairement. Voilà, tout le monde l'est clairement. Mais voilà, est-ce que ça a fonctionné à ce niveau-là? Bon, ça a fonctionné avec certains, mais il y avait certains qui se fâchent et disent pourquoi je ne suis pas atteinte, je suis pas. Rien ne montre que vous êtes atteinte. Est-ce que vous avez fait un bilan? Est-ce que vous avez un suivi ou je sais pas. Si je peux revenir sur cette histoire de Covid, en fait, on a trouvé, nous, dans nos consultations, des difficultés à convaincre les patients atteints de sclérose en plaques de se faire vacciner. Je vais vous expliquer pourquoi. Les traitements de fond qu'on donne aux patients atteints de sclérose en plaques, comme l'a cité le docteur Birouk, en fait, il y a plusieurs sortes de traitements. Il y a des immunomodulateurs, là il n'y a pas de souci, grand souci. Mais le souci, c'est avec les immunosuppresseurs. En fait, ce qu'ils vont faire, ils vont diminuer l'état immunitaire des patients atteints de sclérose en plaques. Donc, qui dit immunité diminuée, donc dit susceptibilité à faire, exposition à faire des formes peut-être graves, notamment de Covid, des infections notamment de Covid. Donc d'où l'intérêt majeur de ce genre de population de se faire vacciner. Donc je lance un appel d'ici à tous les patients atteints de sclérose en plaques de se faire vacciner. Mais il faut faire attention.
il faut parler à votre médecin traitant parce qu'il y a un certain rythme, il y a un calendrier à respecter dans la vaccination contre le Covid chez les patients atteints de sclérose en plaques, notamment chez des patients sous traitement immunosuppresseur. D'accord ? Mais aussi, il ne faut pas oublier que les malades ne sont pas bien informés sur le vaccin. Parce qu'il y a pas mal de malades qui se posent la question, est-ce qu'on doit faire le vaccin? Est-ce que c'est une obligation? Les patients, ils posent toujours cette question. Ils ne sont pas bien informés. On ne peut jamais obliger quelqu'un. Oui. On peut jamais obliger quelqu'un à faire quelque chose. Le malade, il a le choix. Nous, on lui Conseil. voilà, on cite comment dire, les recommandations, ce qu'il faudrait faire. Donc, ce sont des conseils qu'on donne aux patients. Mais le dernier choix, donc il reste, lui revient, d'accord. Donc le patient, il doit être bien informé. En fait, on le fait. Non, accéder. entre nous, docteur Louis, c'est pas la question que le patient, on doit lui conseiller, lui recommander et tout. Non, il attend à ce qu'on lui explique, c'est tout. Explique-moi c'est quoi. Et on le rassure. C'est juste l'explication, il ne demande pas grand-chose. Il demande qu'on lui dise c'est quoi, quel est son risque. Le risque en tant que malade atteint de sclérose en plaques, il est sous traitement. Quel est le risque est-ce qu'il est encore un risque plus élevé que d'autres? Et je pense que vous venez juste de le dire, oui c'est ça, le message est passé. Et d'ailleurs moi je n'ai pas attendu, je vous assure que dès que j'ai eu, parce que je n'aime pas dire des choses comme ça. Donc, dès qu'il y a eu les recommandations européennes qui sont tombées, Il faut se vacciner. je les ai postées directement. Oui. On nous pose la question, oui, non, normalement. Et je me suis déplacé carrément au ministère de la Santé pour m'enquérir de... Et en ce qui concerne, j'ai vu les malades hypertendus, diabétiques, mais j'ai pas... Et les... Ça reste une comorbidité. Population à risque. Et je dis attendez, mais Effectivement. la sclérose en plaques, attention, mais ils sont plus exposés qu'un hypertendu et qu'un diabétique. Effectivement. Parce que là, il est tout aussi, tout comme les greffés. Ils sont sous immunosuppresseurs. Et là, je pense que la priorité là, ce n'est plus à l'âge, mais c'est plutôt aux comorbidités et comment sa situation, qu'il est sous traitement immunosuppresseur. Ouais, et ça fait de lui, même s'il a 18 ans, même s'il a 20 ans, il devient plus vulnérable que quelqu'un de 60 ans et de 70 ans. Parce qu'il est plus exposé. Donc on a essayé de profiter des réseaux sociaux et des vidéoconférences. On a fait plusieurs vidéoconférences en sorte de sensibiliser, rassurer et informer le patient comment vivre avec le Covid en mettant en étant patient zèbre. Donc on a parlé comme quoi qu'il n'y a pas des gestes barrières différents que la personne normale, c'est-à-dire personne sans CEP. Et on a parlé on a répondu aux questions déjà des patients directs par rapport le traitement, la vaccination. Est-ce que le patient il doit arrêter le traitement de fond ou pas? Donc on a essayé d'agir autrement vis-à-vis au Covid et ça a marché. Il ne faut jamais tarder à traiter le patient. Donc, Voilà. plus On on doit tarde, pas tarder. plus on Voilà, aura des c'est ça. difficultés. Il y a aussi pas mal de malades qui sont sans traitement. Le seul traitement qu'ils reçoivent, c'est le bolus de corticoïdes à Exactement. chaque 3 mois. Effectivement. Oui, effectivement. Franchement, on est revenu aux années 80 pour traiter uniquement à base de corticoïdes, malheureusement, alors qu'il y a ces produits-là. Ça reste différent d'une région à une autre. Tout c'est à ça. fait. Et nous sommes une association nationale algérienne. Ouais, Et on parle maintenant des zones d'ombre. Et c'est quoi les zones d'ombre? Pourquoi? Pour leur donner... C'est vrai, on parle d'eau, on parle de nourriture, on parle de transport, on parle de scolarité. Mais on ne parle pas de ces malades-là. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est une maladie non connue. D'où notre rôle maintenant de vraiment accélérer et de parler. Maintenant, ça va être sensibiliser le plus possible. Maintenant c'est à tous les niveaux, que ce soit avec la cellule familiale ou avec le voisin ou même avec les autorités qui doivent prendre en charge vraiment cette pathologie. Voilà. C'est tout. Surtout le grand public qui ne connaissent pas la maladie. Des fois, on arrive à recevoir des propos insupportables. Justement, j'avais un malade, justement, c'est un cadre supérieur. Il m'a dit, je marchais dehors, et puis, parce qu'il a beaucoup de troubles de l'équilibre. Très tôt le matin, et alors quelqu'un lui a dit, du matin, il va. Bah oui. Alors que lui, Il avait une démarche brilleuse. Alors que, brilleuse. Je l'ai vécu.
Franchement, ça l'a vraiment Il y a le regard touché. de la société aussi. Regarde, Ouais. c'est très Qui n'est très pas difficile. facile à accepter. Il m'a dit, je me suis retournée, j'ai même pas voulu répondre. C'est vraiment, ça fait mal. C'est choquant. C'est choquant. Bah oui, clairement. Alors, on n'arrête pas de parler de la multidisciplinarité dans la prise en charge de la sclérose en plaques. Il y a votre présence, professeur Kadi, vous êtes professeur en médecine physique et réadaptation fonctionnelle. On a compris qu'il y avait cet apport-là. Il y a votre présence, Madame Louben. On aurait aimé pouvoir compter avec nous quelqu'un qui ait les compétences et l'expertise pour nous parler d'alimentation, de nutrition, nous dire est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un régime particulier à adapter. Mais avant d'aborder ça, moi la question que je me pose, en écoutant justement le coup de gueule de M. Birouk, c'est cette multidisciplinarité, elle s'opère où et elle s'opère comment en réalité? Normalement, c'est un réseau. C'est un réseau. Comme je vous ai dit, par exemple, nous à Tizi, et il y a d'abord un circuit. On a fait un circuit. Directement, voilà, un circuit malade sclérose en plaques. C'est clair. En général, c'est les généralistes ou bien des spécialistes en privé parfois qui envoient les patients en neurologie. Ils sont hospitalisés, il y a le diagnostic qui est fait, le traitement qui a instauré et tout. Et puis directement, ils envoient en rééducation. Et bien sûr, il y a donc c'est une suite. Donc voilà. C'est un circuit. Comment ça Récemment, on a rajouté une unité de neuro-ophtalmologie parce qu'on l'a bien rapporté. Les malades font beaucoup de troubles visuels. Diplopie, Qui vont venir vous dire voilà, j'ai un flou visuel parce qu'au fait, ça va toucher le nerf aussi. Optique. Le globe oculaire, il a un nerf optique. Au fait, qu'il a cette myéline aussi. Donc les patients vont faire des flous visuels, une cécité, des diplopies par atteinte de l'oculomotricité. Donc il y a intérêt à ce que les malades soient examinés par un ophtalmologue. Donc on a essayé de simplifier un peu ce circuit. On a fait une unité de neuro-ophtalmologie, une unité de rééducation fonctionnelle. Appareillage, j'ai oublié ça. Appareillage L'appareillage, c'est aussi. super De important toxines, aussi. de toxines botuliques. Pour la spasticité qui est très gênante. Oui, oui. L'appareillage aussi, c'est super important. Tout Troubles vésico-sphinctériens. troubles vésico-sphinctériens. Donc, on essaie de faire une prise en charge globale, c'est-à-dire sur tous les aspects. Même, on implique, je vous ai dit, l'appareillage, l'ONAF. Qui doit s'impliquer pour faciliter, c'est-à-dire la conception des différents appareillages, les attelles, les cannes, les fauteuils roulants, etc. Et même pour le trouble vésico-sphinctérien, les sondes. Heureusement qu'actuellement, elles sont, c'est-à-dire les autosondages, c'est des sondes à usage unique, lubrifiées et tout, qui coûtent très cher. Le patient, il ne peut pas se procurer. Imaginez 5 fois par jour. Ça coûte très cher et du coup, heureusement qu'il y a la case orale, la CNAS qui rembourse justement. On remplit des questionnaires et tout. Donc, les patients peuvent avoir leur sonde gratuitement. Donc un patient ou une patiente atteinte de CEP et qui évolue à distance de l'environnement hospitalier n'est pas pris en charge en réalité. Il n'y a pas de prise en charge ailleurs qu'à l'hôpital, Linda. Oui. Il y a parfois Même, la kiné privé. externe. C'est les kinésithérapeutes en externe pour suivre leur Oui, en adjuvant. c'est un adjuvant, mais en sinon accompagnement, ailleurs. etc. Mais je veux dire, cette multidisciplinarité-là ne peut exister ailleurs qu'en intra-hospitalier. Tout à fait. En fait, c'est le seul moyen d'améliorer le patient. Un neurologue, un patient avec qu'un neurologue, au fait, il ne sert presque à rien. D'accord, il faut un rééducateur, il faut un psychologue, il faut un ophtalmologue, un orthophoniste. Donc, c'est là où se trouve tout l'intérêt de cette prise en charge. Même, par exemple, le territoire. C'est-à-dire il faut adapter aussi. Vous savez, on a des marches. L'handicapé, il n'a pas sa place dans notre environnement. Franchement, vous voyez, parfois, c'est des trous partout. Il ne peut pas circuler avec son fauteuil roulant. Il ne peut pas circuler avec ses cannes. C'est important aussi, tout ça. Hein. Il y a les soucis d'accessibilité. L'environnement, c'est super. Oui. Il faut avoir une vision globale pour qu'il y ait une meilleure prise en charge, une meilleure qualité de vie. C'est ça notre but. On fait ce qu'on peut et on essaie de sensibiliser et le malade et la famille et tout l'entourage. C'est très important. Et ça fonctionnerait si les malades étaient un peu plus audibles, si leur famille était un peu plus audible, si
Donc au final, il y a meilleur avocat, il y a meilleure voix que celle des personnes qui souffrent de la CEP. Parce qu'en réalité, et au final, le problème de la CEP, mis à part ceux qui la connaissent, soit parce qu'ils y ont été obligés, soit parce qu'ils ont été happés dans leur humanité, dans leur spécialité, c'est un peu le sentiment que vous donnez, vous trois, ça reste une maladie qui ne concerne pas beaucoup de personnes. Oui, c'est presque cynique la façon que j'ai de le dire, mais au final, ça concerne, allez, on va dire 0,01% de la population, c'est-à-dire que si on venait à... Oui. En fait, l'Algérie, elle est classée comme zone de moyenne prévalence. On a eu les derniers chiffres qui ont été publiés dans l'atlas de sclérose en plaques qui essayent de répertorier tous les cas dans le monde. En fait, on a estimé qu'en Algérie, il existe environ 15 000 cas de sclérose en plaques, avec une prévalence qui est assez moyenne, on va dire, qui a diagnostiqué, ça c'est sûr, on ne connaît pas les diagnostiqués. Mais allez, si on arrive à avoir, je ne sais pas. Mais 15 000. On peut dire que la MSIF, on vient de lancer pour le nouvel atlas. Oui. Donc pour avoir les chiffres, le nouveau recensement, il vient d'être lancé, on nous a informés. Donc ça va se faire incessamment. Donc il ne faut pas se dire que c'est une pathologie qui est rare. Donc elle existe, nous on voit les patients. Non, je n'ai pas dit qu'elle était rare, mais je veux dire, voilà, qui concerne, alors si on parle de 15 000 cas diagnostiqués, c'est énorme, mais c'est, j'allais dire, il y a aussi des aspects qui peuvent être exploités là-dedans. C'est-à-dire que si on a une base de données de 15 000 patients atteints de CEP, bon, avec une dissémination territoriale, on peut éventuellement piloter la prise en charge. Je pensais à cela. Avec les outils que nous utilisons aujourd'hui, je vous en prie très Dr Birouk, avec les outils que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire avec, c'est le siècle de la communication, du Zoom, du webinaire, voilà, on peut... Les associations, c'est le rôle, vraiment. Justement, c'est ce qui m'étonne. Je me dis, attendez, c'est une population qui est jeune, entre 20 et 40 ans. Souvent, c'est des diplômés. Vous voyez très bien, vous avez très bien une opticienne. J'en connais des médecins, des diplômés, avec nous et un architecte. Ils demander un CV, en général, ils choisissent pas comme ça, ils n'ont pas des mentalités Là, d'RH. franchement, je dirais que c'est une population active. Je ne sais pas pourquoi on a peur de ramener des médicaments qu'on dit chers, sachant que non seulement le malade il va gagner parce qu'il ne va pas faire de poussée, donc il ne va pas occuper un hôpital. Voilà, pas d'arrêt de travail. De deux, il est utile parce que souvent c'est des gens qui travaillent pour leur famille, donc il est utile pour lui-même et pour la société. Donc déjà je dirais que le traitement dont il en a besoin, cher soit-il, je dirais le plus cher que je connaisse actuellement, il tourne autour de 250 à 300 millions de centimes. L'année, je parle d'une cure pour une année. Et il y en a d'autres qui sont moins et quand même assez efficaces. Mais pour ça, je dirais, il peut facilement le récupérer parce qu'il lui il travaille. Et c'est bon. Quel que soit le coût. Quel que soit le coût. Non, indépendamment. Non, mais je parle indépendamment du coût. Je vous dire, c'est quelqu'un qui est actif. C'est-à-dire, il suffit seulement de lui donner son traitement. Parce que c'est quoi, finalement, quand on lui donne le traitement de fond, c'est pour repousser les poussées. Oui. Mais lui, le malade, franchement, c'est un malade, exactement. C'est un malade, si vous le voyez, franchement, je vous dis, je pose la question à tout le monde ici, même les gens qui ne la connaissent pas, Linda, moi je la connais. Si vous la voyez marcher comme ça, est-ce que vous allez dire que c'est une malade CEP? Les malades CEP ne sont pas spécialement identifiables, sauf lorsqu'il y a des complications. Et encore, on a du mal à se dire est-ce que c'est la suite d'un accident. Je parle en société. Je parle en société dehors. Il n'y a pas d'effet de stigmatisation, non, il n'existe pas. Il n'y a pas de stigmatisation de personnes ou de personnes souffrant de CEP. Alors le comparatif, ne pas trop mettre les pieds dans le plat, mais voilà, il y a toute une panoplie de maladies comme ça qui ne sont pas suffisamment importantes en termes d'effectifs pour parler à tout le monde et être connues de tout le monde, mais elles existent et elles sont méconnues et les personnes souffrant de ces maladies souffrent de cette méconnaissance. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un souci de disponibilité thérapeutique, il y a également un souci de disponibilité d'information par rapport à ces maladies-là, par rapport à leur réalité, et puis il y a besoin d'investissement personnel, et ça n'est ni professeur Kadi ni docteur Lounis, encore moins vous,
madame, ni vous, monsieur, qui ne direz le contraire. Mais il faut que le patient soit le premier porte-voix. Il faut que ce soit le premier à défendre, non, à défendre sa place. Le calcul est très vite. Si on est diagnostiqué entre 20 et 30 ans, dans une espérance de vie, alors de mémoire, homme c'est 74 ans, femme 84 ans, ça en fait des années derrière. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et comme on sait que la longévité n'est pas vraiment, ne change pas vraiment par rapport à quelqu'un qu'on dit soi-disant normal. Mais ça, j'ai eu à avoir une étude du NICE en Angleterre. Qu'ils parlent, ils ont dit que si on ne traite pas, moi je parle pour l'importance de lancer le traitement, comme il a dit Dr Lounis, c'est une espérance de vie qui peut diminuer entre 5 et 10 ans, sans traitement. Par contre, si on prend à temps le traitement, elle va se normaliser. Donc il n'y a aucune différence. On parle de mortalité, il n'y a aucun problème. Donc du coup, je pense l'importance de ramener des médicaments pour cette maladie et pour ces malades-là, elle est de mise. Et l'importance aussi des associations, parce que les malades à l'étranger, c'est les associations. Elles sont fortes, les associations. Dans l'association, elles agissent tellement qu'elles ont le retour du gouvernement, le retour des laboratoires, etc. Elles ont leur impact et leur force. C'est pour ça qu'à l'étranger, les associations SET, franchement, elles sont vraiment fortes. Elles sont impliquées à tous les niveaux. C'est pour cela que les choses évoluent. Et les patients, ils sont demandeurs de ça. Ah oui. Ils me demandent à chaque fois, est-ce qu'il y a des associations là? Déjà, là, si, on se retrouve, on se réunit déjà entre nous, on partage, on trouve quelqu'un qui nous écoute. Déjà, c'est le fait qu'on dit déjà aux partage son patients. expérience avec Tout à l'autre, fait. ça soulage. C'est rassurant. C'est rassurant, voilà. Puis j'imagine. Il ne faut aussi oublier que le malade ici, en Algérie, je parle, il doit accepter sa maladie et aussi il doit accepter le point de vue de l'entourage dont il vit. Parce que la plupart des malades, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire la maladie. Ils apprennent pas qu'est-ce que ça veut dire la sclérose en plaques. Mais aussi, comme il n'y a pas un bon suivi dans tous les hôpitaux, le malade, bien sûr, il abandonne. Ou même l'entourage, il voit l'entourage تاعو يقول له واش به هذاك شوف تقول وخابط. C'est ça la première chose اللي يشوفها واحد يشوف يمشي عنده ان ديزيكيليبر ولا قاعد في طروطوار ولا في ما يلقاش باسكو هي ولا شنو واحد ما يعرفش لا مالادي يهضر عليه. Le malade, il n'arrive pas à accepter. En plus, ما كاش un entendeur. Tout à fait. C'est pour ça, Linda, nous avons à deux prises en charge. Une prise en charge individuelle, ça veut dire le malade lui-même, parce que pour faire face à la population Kamel, on ne peut pas changer tout le monde. Avec Linda, il représente lui-même, sa vision, lui-même. Mais on essaye déjà de renforcer le caractère et la personnalité du patient pour faire face. Parce que même Linda, même les qui ont la sclérose en plaques, les diabétiques qui font des hypoglycémies, toute personne peut faire face à la situation. Cette personne qui ne sait pas c'est quoi la maladie. Donc c'est à nous, les gens qui ont la CEP ou les gens qui ont la CEP, nous apprendre on face à la personne. De deux, on essaie d'intégrer le patient dans la société d'une façon correcte. Ça veut dire, avec un petit exemple, c'est-à-dire qui connaît un couple, mais ils ont un projet de mariage, ce qu'on conseille, parce qu'il dit il faut l'informer. Le monsieur, vice versa. On parle féminin parce que c'est plus fréquent chez les femmes. Mais il faut partager la maladie et l'information. Même Djibé, c'est ça. Même Djibé, une des consultations, en tant que professionnel, on va leur présenter c'est quoi la maladie, socialement, psychologiquement, tout ce qu'on veut. Après, le malade. Donc on fait deux prises en charge. Le patient lui-même, le patient et l'entourage. Ça m'est arrivé, je me suis déplacée à une directrice de l'école parce que parmi les problèmes les gens qui ont la sclérose en plaques, c'est le ralentissement de traitement de l'information. Ça fait partie des symptômes invisibles qu'on ne les voit pas, qu'on ne peut pas les... ils ne sont pas palpables. Voilà, qu'on les trouve fréquemment chez les patients. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le patient, il fait la réponse correcte,
mais il prend plus de temps pour traiter l'information. Et ça pose beaucoup de problèmes les examens finaux. Par exemple, un dos 2 heures, le patient هذاك ما ينجمش هذوك 2 heures. عنده les capacités ينجم يقدر, mais il peut pas, ما يقدرش يكمل في زوج سوايع. J'étais obligée de faire un écrit et puis parce que c'est une jeune bachelière وين لازم لها الوقت. J'étais obligée de courir. Je ne dis pas ça pour eux, mais dans le sens où ils laissent informer les gens. Si une maladie, ils ont 1 heure de temps. C'est bien, elle a eu gain de cause. Donc, Elle a eu ça bac. veut dire que quand on- Elle a Allah eu son yabarak. bac. Non, mais justement, c'est ça le message essentiel. C'est-à-dire que ne pas s'arrêter à. D'abord, moi, ce que je viens de enfin, vraiment d'éprouver en écoutant Linda parler, c'est qu'au final, le regard de l'autre est presque plus destructeur que la maladie en elle-même. Et vraiment, on ne le réalise pas à première vue. Je veux dire, c'est vrai que c'est une maladie neurologique, c'est vrai qu'il y a une manifestation polymorphique, beaucoup de symptômes, difficultés, y compris sur la disponibilité ou pas. Mais on ne se dit pas que le regard de l'autre, des autres, est à ce point. Bah ouais. Et puis, moi, Linda, Allah yabarak, elle est active, c'est une opticienne, elle est intellectuelle, elle peut faire. Il y a des femmes un peu plus loin des grandes villes, où pour une galette, parce qu'elle ne peut pas faire une galette comme avant, elle a le divorce. Parce que le mari, mais il fait un blik qu'elle ne peut pas. Parce que comment ça se fait? Je ne peux pas faire une galette, la chaleur et la fatigue. Donc, vous voyez, c'est très important le regard de la société et tout. Mais on essaye d'être fort. C'est pas la fin, Linda. Si tu en honte, mais justement, c'est notre aussi rôle. On est en train de. Franchement, on va travailler d'arrache-pied pour en parler à haute voix. Franchement, maintenant, c'est vrai, c'est bon. Ben, c'est une maladie que j'ai côtoyée depuis 2008. Bon, je ne sais pas par rapport à ma famille ou mes proches et tout, mais dans le cadre de mon travail, quand j'ai travaillé sur cette pathologie par rapport à un produit, et là, j'ai découvert cette frange de la société. Franchement, c'est méconnu. C'est pour ça que je me suis rangé avec eux pour combattre et surtout élever la voix de ces patients et de ces patientes. Franchement, j'espère qu'on va y arriver et on va tenir jusqu'au bout. Déjà, le patient, le fait que tu le يعرف بلي كاين ناس ديجا لو فيت كيحس كاين ناس ديجا لو فيت كاش ما يصرى له لا بوسي ديجا il faut parler au patient على لا بوسي il faut en parler لازم نهضروا il faut l'informer يعرف بلي si jamais il aura une poussée un problème على بالو وين يروح يدقدق على بالو وين يصيب ça c'est rassurant et voilà. Informer d'abord les gens et informer. Alors vous faites bien de parler de formation, professeur Kadi. Je voulais vous poser cette question et je voulais vous la poser également, docteur Lounis. Est-ce que les médecins au final connaissent bien la CEP? Je ne parle pas des médecins spécialisés en rééducation, passionnés comme vous l'êtes, ou des neurologues chevronnés tels que vous l'êtes, docteur Lounis. Je parle, puisqu'on a... Je suis exactement enseignante. Ce qu'on a évoqué. Justement, je suis moi-même enseignante à l'université et tout, donc c'est vrai que c'est... La sclérose en plaques, on l'a faite juste en troisième, en quelle année? En quatrième année, en neurologie. Voilà, c'est un module de 6 semaines. On a un petit peu survolé module de neurologie. Et pourtant, cette sclérose en plaques, on peut en parler pendant des heures, des jours, d'accord? Et ce n'est jamais assez. Donc moi, je pense que même pour les médecins généralistes, c'est super important de faire des formations continues. Moi-même, j'ai prévu faire ce thème de sclérose, prise en charge de sclérose en plaques dans le CHU de Tizi Ouzou, dans le cadre des formations continues. Des médecins généralistes de la périphérie et tout, parce que c'est pas tout le monde qui connaît. Hein. On fait un cours de sclérose en plaques il y avait des années. Ça n'est pas pour blâmer, ça n'est pas pour blâmer. C'est pour dire peut-être, allez, on va emprunter la figure... À nos amis immunologues, c'est une petite piqûre de rappel, quoi. Voilà où on en est, voilà où... c'est-à-dire... Voilà, la mise au point, on en est où tout, les nouvelles prises en charge, les nouveaux médicaments, les nouveaux traitements, les nouveautés, c'est super important d'être toujours à jour. C'est ça, il ne faut pas être à la traîne. C'est parce que la science dans la sclérose en plaques avance très très vite, extrêmement vite. Je fais le cours de sclérose en plaques depuis 2-3 ans.
Et je vous assure qu'il m'arrive au bout de 6 mois, 3 mois, 6 mois, de changer les recommandations. Et c'est très important, et je le dis aux étudiants, je le dis, essayez d'assister à vos cours, parce qu'il y aura quelque chose de nouveau que vous allez apprendre aujourd'hui, que peut-être vous n'allez pas trouver dans le cours il y a 6 mois. Donc on essaye de suivre un peu... Même l'expertise du médecin, de lui-même, celui qui travaille, c'est-à-dire avec beaucoup de malades de sclérose en plaques, son expertise, c'est très important. Parce que lire un cours, son point de vue, parce qu'il est dans le terrain. Donc son point de vue est très très important. C'est pas quand on lit un cours sur Internet et voilà. Non, la réalité des choses sur le terrain est tout à fait différente. C'est pour ça la différence entre l'expert, un professionnel, un médecin, maître assistant et tout, qui connaît bien la maladie, pour transmettre le message. C'est important de transmettre le message pour ces médecins, pour l'essentiel. Voilà. Un praticien, voilà, son expérience, c'est ça qui est important. Et sensibiliser. Et ça, on l'a vu dans le terrain, les résultats, on les a vus. Oui. On a vu beaucoup de médecins généralistes envoyer rapidement des patients qui font des petites paralysies comme ça. Donc, ils commencent à comprendre l'intérêt de faire un diagnostic très vite et de traiter très vite le patient. Moi, je dis souvent, est-ce que c'est une chance? Bon, dans la maladie, il n'y a pas de chance. Parce qu'une maladie, c'est une maladie. Par contre, je leur disais souvent, pour les malades atteints de sclérose en plaques, attendez, je pense que les plus chanceux de ces malades, c'est quand ils sont atteints d'un problème ophtalmique. Pourquoi? Parce que là, on va directement chez l'ophtalmo. L'ophtalmo, on dit que l'ophtalmo ne voit rien, et plutôt le malade ne voit rien, et l'ophtalmo non plus. Donc les deux, et du coup, c'est qu'il est envoyé directement, surtout quand c'est un seul, il est envoyé pour faire une IRM. Des fois, il la demande avant. Il demande IRM et il revient avec des plaques. Et ça va rapidement, et c'est rapide. Voilà. Les ophtalmologistes, je pense que dans le diagnostic, c'est les plus rapides à le trouver que d'autres. J'espère ne pas mettre les pieds dans le plat, mais bon, les ophtalmos, c'est presque les premiers voisins des neurologues, si je dis comme ça. Si je dis comme ça, voilà. Autant sur un plan anatomique que sur un plan... Effectivement. On est juste à côté, tous, on est juste... On fait le... Presque dans la même fréquence. Non, franchement, c'est un mode d'entrée dans la CEP. Bon, je parle sous la coupe de Dr Lounis. C'est un mode d'entrée rapide, fréquent, à peu près dans les 30-35% de mode d'entrée dans la maladie. Et justement, ces malades qui ont des neuropathie optique rétrobulbaire, dans les 68 à 70%, c'est la CEP. C'est à peu près bien. Là, j'ai vu, il y a eu un petit travail qui a été fait à Inaja, c'était ça, des ophtalmologistes qui ont travaillé sur les neuropathies optiques rétrobulbaires, et le résultat était de 68%. Des malades. Qui va perdre sa vue. C'est vraiment difficile. Hein. Tout à fait. C'est pour ça que c'est l'importance de faire un diagnostic très précoce, un traitement très précoce pour éviter justement que. La survenue. Oui, tout à fait. C'est ça. D'informer les gens. Par contre, moi, j'ai eu 2 patientes. C'est le paramédical qui les a adressées à notre niveau, à la paix. Parce que comme il a dit docteur, Allah barak, je suis tenté de vous dire. il connaît la sclérose en plaques. Ben oui. Parce que, comme il a dit tout à l'heure docteur Lounis, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il présente le premier cas. c'est ça. Oui. Parce que la rémission, pousser rémission, donc ils ont pensé que c'est ça, c'est un problème de paramédical, paramédecine, et ça, ils étaient adressés vers... Est-ce que c'était une infirmière? Je sais pas, franchement. J'ai compris justement. Paramédecine. Oui, je sais justement, en parlant justement, mais justement en parlant de ça, quand il s'agit de l'arrière-pays dans les zones d'en bas et tout, c'est vrai, et souvent on a dit comme c'est fréquent chez la femme. Et ben, exactement. Et comme la rémission elle se fait après un mois, spontanément après un mois, ah oui, c'est terrible. Mais quand elle est une fois paralysée la malade, c'est trop tard. Ça y est, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire, voilà. Et ça, comme je le dis souvent aux malades, écoutez, franchement, il faut aller vite consulter un médecin pour la simple raison, c'est que cette maladie, elle est évolutive
et oui, et dans le champ d'action du médecin, il est limité dans le temps. Parce que si aujourd'hui je peux faire quelque chose, si j'attends 6 mois, peut-être 6 mois, ce que je peux faire aujourd'hui, je ne pourrai pas le faire dans 6 mois. Et sachant que c'est une maladie, ce qui est détruit, c'est rare, on a vu revenir jusqu'à maintenant. Malheureusement, on espère, parce que là j'ai entendu parler beaucoup de vaccins dans ce sens et tout, de rails, de soirées qu'on a revu marcher et tout. Bon, c'est de l'expérimentation. Mais il y a toujours les malades qui me disent c'est pour quand, c'est pour quand. J'espère. Franchement, mais on souhaite faire moi ça. Quelque chose, ça me fait penser à quelque chose. Les gens, justement, qui se font arnaquer par exemple, ils leur disent, voilà, vous allez partir en Turquie, ailleurs, et il faut ramasser une somme d'argent et tout. Je leur dis, écoutez, ramassez, si vous avez de l'argent, aménagez votre maison. Faites-vous quelque chose au lieu de partir là-bas. S'ils avaient trouvé un traitement miracle pour la sclérose en plaques, ils l'auraient trouvé aux États-Unis, ils l'auraient trouvé au Canada. C'est le Canada, c'est les pays où il y a plus de sclérose en plaques. 256, je pense, pour 100 000 habitants. Il y a une région en Angleterre encore plus, j'ai oublié la région. Alors là, beaucoup de malades se font justement arnaquer parce que pour le malade, lui, tous les moyens sont l'essentiel qu'il retrouve sa santé, qu'il retrouve sa marche. Et il ramasse autant d'argent, les jeter après pour aucun résultat, c'est vraiment dommage. Alors qu'il aurait pu faire beaucoup de choses dans sa vie, dans sa maison, réadapter sa maison, aménager, se trouver un petit boulot, moi un petit kiosque, je ne sais pas quoi, pour travailler encore. Et c'est dommage. Il faut les informer justement. Arrêtez d'arrêter le traitement. D'envoyer les malades. Voilà, vous me faites un certificat médical pour comme quoi je peux partir à l'étranger, prise en charge. Arrêtez là. Vous voyez ça souvent ou on vous demande souvent de faire des certificats médicaux? Oui, justement, il y a des gens qui viennent me demander. Et quand je leur explique ça, ils ne sont pas contents quand ils sortent. Hein. Comment ça, vous ne voulez pas me signer? C'était l'espoir. Non, parce qu'ils avaient un espoir et vous avez brisé l'espoir. On leur dit voilà que c'est pas possible. Moi je dis que parfois je suis dans pas je le dis à contre-cœur, mais je leur explique. Oui, mais à ce moment-là, c'est juste, c'est un espoir que vous avez bloqué. Oui. C'est ça. C'est un faux espoir. Non, c'est un faux espoir. Un faux espoir. Donc pour eux, c'est un espoir. Donc pour le malade, c'est un espoir. Donc lui, qu'est-ce qu'il cherche? C'est d'en guérir. Oui. On le sait. Malheureusement, c'est une maladie incurable. Oui, mais on vit avec, c'est une maladie chronique. Le professeur Kadi l'a signalé tout à l'heure. Docteur Lunis travaille avec. Et étudier, vivre avec. Pour la sclérose en plaques, ce problème. Enfin, ça va pour toutes pour les les maladies. paraplégiques. Section de la moelle, on vous dit il y a des cellules souches, il y a histoire de plein de trucs. On se joue de la crédulité, et de la détresse et de la vulnérabilité. Et ramasser de l'argent, même sur les routes, vous voyez des boîtes là. Un cancer à stade final, vous dites. Écoutez, arrêtez d'arnaquer les gens, de jeter votre argent comme ça, expliquez-leur. Vaut mieux qu'ils améliorent la qualité de vie. Comme ils sont, s'il n'y a pas d'espoir, c'est le médecin qui va vous le dire. C'est parce que malheureusement, dans notre société, tout le monde se présente comme spécialiste. Je ne sais pas, c'est vous qui avez évoqué tout à l'heure le premier réflexe, celui d'aller sur Internet. Oui. Voilà, la disponibilité de l'information a fait chuter des piédestals et a fait, voilà. Oui, il faut faire attention aux informations erronées. Hein. Oui. Donc c'est à prendre avec des pincettes. D'accord. Donc c'est ce que je leur dis toujours quand ils posent la question. Je pense qu'il faut toujours se référer au médecin traitant, que ce soit le médecin rééducateur, que ce soit le psychologue, les gens professionnels. Un repère. Un repère. Un vrai. D'accord. Sur Internet, c'est le modèle typique. Oui. Et on ne s'arrête pas de dire chaque cercle, c'est oui. Voilà, c'est ça. Prise en charge personnalisée. Voilà. Pour chaque cas, c'est un cas, donc il faut faire une prise en charge personnalisée. C'est les mots-clés, c'est-à-dire le message, il faut que ça soit clair. Être honnête avec le patient également, avec soi-même et avec le patient. Parce qu'on n'en gagne rien. À promettre mon émerveil. Voilà. Quand on n'a pas les moyens, voilà. C'est peut-être dur, mais au moins leur expliquer qu'on peut vivre comme ça. Changer. Même les choses changer. Oui, heureusement. Vous avez vu les choses changer. Si on devait comparer la sclérose en plaques il y a 10 ans et aujourd'hui, je pense un progrès énorme a été fait. Hein. Là, on attend à ce que les autres traitements arrivent.
et ça va changer le quotidien de beaucoup de malades. Hein. Beaucoup de femmes qui ont une vie normale, des enfants, Oui, je ce vous qui assure. était inenvisageable. Oui, 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 Qui on était va totalement... dire, Alors là, pour le coup, ça tient du miracle. Ouais, Là, exactement. Bien sûr. c'est-à-dire, Franchement, oui, madame, vous avez une sève, vous avez un enfant. Non, mais voilà, vous avez On été a touché plusieurs, par... hein, même non, pas. plusieurs. Oui, non, mais... Et maintenant, il y a beaucoup de patients, vous avez compris, c'est l'âge jeune, donc Oui. c'est l'âge de Oui, procréation. oui, oui, oui. Et maintenant, il y a beaucoup de malades qui peuvent faire, des femmes qui peuvent faire des grossesses sous traitement. Oui, Ouais. Donc oui. on est arrivé à ce stade, alors qu'avant, non. Non. On Fallait devait, arrêter, on soit doit- la patiente ne devait pas tomber enceinte, soit elle doit arrêter son Arrêter traitement. Mais actuellement, avec les avancées, on est arrivé à... Il y a des raisons objectives d'espérer un mieux dans la prise en charge de la sclérose en plaques. Tous les jours. Tous les jours. Toujours, hein. Sur tous les plans. Je sais que là aussi, en parlant de thérapeutique et de coûts des traitements, je comprends la hantise des autorités parce qu'en pensant que c'est vrai, c'est des médicaments plus ou moins chers, en pensant enregistrer une panoplie assez large de médicaments, c'est que tous ces médicaments vont être prescrits. C'est faux. Si on a, non seulement ils ne se ressemblent pas, c'est que le malade, il ne peut prendre qu'un traitement, pas les 23 molécules en même temps. Donc, il ne peut pas être une surcharge, une charge financière. C'est juste, c'est changer de passer à un autre, tout en switcher d'un médicament à un autre, tout en maintenant le malade actif. C'est surtout ça. Pour garder cette efficacité. Exactement. Qu'on connaît une efficacité. Franchement, L'efficience. la vision des choses, elle est fausse. En enregistrant 23 molécules, c'est que ça va être une surcharge pour les caisses de l'État. C'est faux. Parce qu'on ne va pas ramener les 23 molécules avec pour tout le monde et pour le même coût. Donc, c'est pas ça. C'est pas une épicerie où... Non. C'est vrai, ils sont enregistrés, je suis d'accord. Après... Pour avoir les produits, c'est à la demande, c'est au cas par cas. Parce que ces 1000 ou 2000 patients vont être traités avec telle molécule, les autres telle molécule, ainsi de suite. Bon, ils vont échapper à une molécule, on va passer à une autre, on va switcher, et ainsi de suite. Mais si on a plus, si on a une grande panoplie de médicaments, je pense qu'on prendra mieux en charge la maladie et les malades. Adapter chaque médicament au patient, hein, selon... Ajuster. Ajuster, tout à fait. Voilà. Selon le besoin, selon sa réactivité au traitement, justement. Et pour revenir justement à la qualité de vie. Parce que tout ça, on est en train de parler, parce que c'est pour revenir à une bonne qualité de vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée mondiale de la sclérose en plaques dans son édition 2021? Je me tourne d'abord vers vous, Linda. Bon, je souhaite que tous les autres malades apprennent à vivre avec la CEP et à ne pas regarder les autres patients qui ne sont pas atteints de la CEP. Il y a un patient qui est atteint de la CEP et il est dans un stade avancé, il ne se dit pas pourquoi le même patient qui a la même maladie que moi, il n'est pas comme moi. Pourquoi il n'est pas comme moi? Il faut accepter de vivre sa maladie. Le sentiment d'injustice, il est toujours et encore là. Voilà. Ouais. Toujours et encore là. Je pense, Oui, professeur Kadi. Il faut arrêter de se poser des questions et avancer. Il faut avancer. Tant qu'on est en vie, c'est une chance d'être en vie. Donc il faut avancer, même avec l'handicap, avec ce qu'on a. C'est toujours une chance que d'être sous terre. Ben oui, oui, et on s'en sort mieux. Tant que la rentrée sort, c'est bon. Oui, Et on s'en sort mieux. On s'en sort mieux aujourd'hui en 2021 avec une CEP Tout à fait. comme 1990, comme 1980, docteur il y a Lounis. eu d'énormes progrès. Énorme progrès, hein, surtout avec l'avènement des thérapeutiques. Pas que thérapeutiques, même diagnostiques. Avant, il fallait attendre presque 5 ans, 10 ans pour faire le diagnostic de sclérose en plaques. Maintenant, au bout d'un mois, on peut faire le diagnostic de sclérose en plaques. Donc voilà, les choses sont vraiment améliorées d'une façon très spectaculaire. Hein. Et puis entre erroné et pas erroné du tout, il y a maintenant foultitude d'informations disponibles. C'est-à-dire que si on a envie de mieux connaître cette maladie, si on a envie de mieux l'appréhender, évidemment qu'il y a le monde qui s'ouvre à partir d'un clic. Je veux dire, il y a l'accès, votre cheminement par rapport à
votre pendant international, voilà, à l'association internationale qui traite, qui s'intéresse à la sclérose en plaques. Je pense notamment à l'accès aux résultats de recherche, aux différents laboratoires. Alors cette synergie possible entre différents spécialistes, ça n'est que du Et positif. c'est important la collaboration entre ces différentes équipes. C'est pas chaque médecin ne peut pas travailler seul. Non. C'est la collaboration, c'est très important. Il faut qu'on travaille en circuit. Voilà. Franchement, pour nous, pour l'association, il y a un vœu pieux pour la création plutôt d'un club ou d'une société de sclérose en plaques dans la corporation des neurologistes. Franchement, c'est important pour qu'on puisse avoir un centre d'excellence pour mieux, vraiment, pour prendre des recommandations, des algorithmes diagnostiques, des algorithmes thérapeutiques, pour que je sois à Alger ou à Tizi Ouzou ou à Tamarasset, le neurologue va réagir de la même manière. Identique. Là, je pense qu'il y a encore un décalage, mais franchement, moi, en tant que médecin, pas en tant que... J'aimerais bien justement qu'on puisse... Sincèrement, je suis tenté de vous dire, alhamdoulilah, il y a encore du travail. Voilà. C'est-à-dire, voilà, il y en a encore tellement. Ben oui, clairement. Oui. Ça va venir, ça va venir. Inch'Allah, Parce que déjà, inter-service, il y a du mouvement. À AITD, il y a des fiches communes. Donc, tous les neurologues de AITD travaillent de la même façon. Il y a des consultations spécialisées, il y a des équipes pluridisciplinaires. C'est déjà pas mal. C'est la même chose à Tizi Ouzou, c'est la même chose, je pense, à Mustapha, Ben Aknoun. Donc, ça va venir. Restons positifs. Tout à fait. On va terminer sur le point positif, c'est déjà bien. Mais, honnêtement, alors là, pour le coup, ça a valeur de témoignage. Véritablement, la passion, je veux dire, que l'on retrouve au niveau de chacune des personnes autour de cette table, bien évidemment que ça puisse être Linda qui force terriblement le respect, parce que, bah oui, c'est tellement facile de se cloîtrer dans une posture de victime et de se dire, bon, je suis malade, alors je vais en vouloir à la planète tout entière, etc. Ce n'est pas le cas, elle investit son temps. Et elle n'a pas que ça à faire, hein, suis-je tenté de dire, ben voilà, que ce soit l'engagement de monsieur le Président. Alors là, vous trois pour le coup, je ne sais pas s'il y a quelque chose en milieu hospitalier qui fait que ça puisse cultiver un peu cet altruisme, cette humanité, cet humanisme, voilà, chacun dans son style, chacun en fonction de son caractère, mais je vous promets que c'est véritablement là. Il y a un proverbe qui dit qu'il y a deux choses qui se multiplient en partageant, l'amour et le travail. Ouais. Ouais, exactement. Et l'humanisme. Donc, Je dis toujours à mes étudiants, écoutez, avant d'être médecin, il faut d'abord être humain. humain. C'est pas le titre. Ça ne suffit pas. L'empathie, elle est très importante Super dans le domaine. important. Ouais. Parce que c'est ça qui va faire avancer les choses. Et le malade, quand il te sent que tu es avec lui, il va adhérer. Et quand il adhère, ça donnera beaucoup de meilleurs résultats. Professeur Kadi, je vous dis une chose. Moi, c'est finalement, avec cette association et le mouvement associatif, j'ai eu encore d'autres frères et d'autres sœurs. Ouais. Franchement, le lien que j'ai avec les membres du bureau, les malades, franchement, c'est très, très solide. Eh ben, on vous souhaite le meilleur, franchement le meilleur. Hein. Merci Linda. Je vais lancer juste un Allez-y. appel pour les médecins. Alors vous regardez droit devant vous, voilà, et allez-y. Bon, je lance un appel pour les médecins. Essayez de comprendre votre malade et de le faire comprendre parce que certains malades ne comprennent pas le comportement de son médecin avec lui. Ils se disent pourquoi ils me laissent sans traitement, pourquoi ils me font ça, pourquoi le malade le médecin ne me donne pas la chance d'expliquer qu'est-ce que je ressens. Prendre le temps avec Prendre le temps d'écouter. patient. Oui. Ouais. Prenez du temps. Un dernier mot, professeur Kadi. J'espère que les choses avanceront avec les malades CEP, justement, qu'on puisse justement organiser cette prise en charge multidisciplinaire pour une meilleure efficience. Et main dans la main, j'espère qu'on ira loin. Inch'Allah. Votre dernier mot, docteur Lounis. Je terminerai par dire qu'on a toujours été là pour les malades. Docteur Biloud, Birouk a vu ça, je pense. Docteur Kadi,
On est arrivé à avoir parfois Dr Kadi jusqu'à 18 heures au service pour prendre en charge certains patients. Je souhaite toute la réussite à cette union d'associations des malades atteints de sclérose en plaques en Algérie qui vont faire en partie avancer les choses pour cette catégorie de malades en Algérie. Clairement. Madame? Moi, je réponds Linda. On est là, Linda. On est là à l'écoute. Si vous avez besoin, vous ou autres patients, on reste toujours là, disponible, à l'écoute. Si on peut faire des choses pour vous, on est partant. Voilà, ça c'est dit. Merci de suivre cette émission sur votre page Facebook, celle du MSO. Merci de nous accueillir en espérant avoir été utile. Voilà, sans faux semblant et sans édulcorant. C'était véritablement notre mission et notre objectif en vous donnant rendez-vous pour d'autres pointes de pédagogie, d'autres pointes d'information, d'autres piqûres de rappel, n'est-ce pas? Merci à vous. Merci à vous. Merci.